Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie très importante dans la cellule et dans les êtres vivants, qui est l'ADN, dont on n'a pas encore parlé. Donc on en a vite fait parler en parlant d'acide nucléique, dans les grandes catégories de molécules, mais on n'en a pas encore parlé en détail. Alors déjà, ADN, ça veut dire quoi? Alors, le A de ADN, ça veut dire acide. Le D, ça veut dire désoxy ribo, et puis le N, nucléique. Pourquoi nucléique? Eh bien parce que l'ADN est dans le noyau, donc c'est acide désoxyribonucléique. Donc acide, ça veut dire qu'il y a une fonction acide sur la molécule, on verra ça en chimie plus tard, nucléique donc dans le noyau, et désoxyribo, alors désoxyribo, ça veut dire que on est dans une molécule qui utilise un ribose, qui est un sucre à 5 carbones, et désoxy, ça veut dire auquel on a enlevé un oxygène. Donc c'est un sucre, un ribose, mais dont on a désoxygéné, donc un désoxyribose, on lui a enlevé un oxygène. Alors l'ADN, il se trouve libre dans le cytoplasme chez les prokaryotes, on l'a dit, donc les bactéries par exemple, et il est enfermé dans un noyau chez les eucaryotes. Alors, pour trouver le rôle du noyau, on va analyser quelques petites expériences. C'est plus fun que de vous le donner simplement son rôle. Alors, les acétabulaires, c'est des algues vertes qui ressemblent un peu à un espèce de petit nénuphar, qui peuvent avoir 4 à 6 cm, donc c'est quand même des grosses cellules, vu que c'est unicellulaire. Donc, je rappelle que unicellulaire, c'est bien formé de une seule cellule. Et donc, comme elles sont unicellulaires, c'est pratique parce que ça permet de les étudier relativement facilement. Alors, on va analyser une expérience, et quand on analyse une expérience, il y a toujours deux parties. En réalité, il y a toujours trois parties. La première partie, c'est l'hypothèse ou la question qu'on se pose, qui ici serait quel est le rôle du noyau. Donc on se demande, ok, le noyau, à quoi ça peut servir. La deuxième partie, c'est on va faire une expérience pour pouvoir répondre à cette question. Et donc, la deuxième partie, c'est vraiment observation, description de ce qu'il se passe. Donc, un petit peu, je vais dire, sans réfléchir, c'est-à-dire, c'est juste donner, tiens, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui se passe, et puis c'est tout. Et puis, la conclusion, là, ça correspond un petit peu à la réponse à la question qu'on se posait. Donc, c'est-à-dire, on s'est demandé à quoi il servait ce noyau. Avec la description qu'on a fait là, on peut dire qu'il sert à ceci ou qu'il ne sert pas à ça. Donc, l'observation de l'expérience ici, c'est on prend une acétabulaire, on la coupe en deux au milieu de la tige et on observe ce que deviennent les deux parties. On constate que la partie du dessus qui est avec le chapeau va se flétrir et faner, alors que la partie du bas va, du coup, redonner une plante complète. Donc ça, c'est pour ce qui est de la description. Donc on coupe une algue en deux. Donc on parle bien d'une acétabulaire, mais je ne vais pas réécrire acétabulaire à chaque fois. Et donc on constate que la partie supérieure meurt et disparaît en fait, alors que le pied régénère une plante complète. Alors, la conclusion, on peut dire que le pied contient une structure qui a toutes les informations pour refabriquer, donc régénérer une plante complète. Et quand on analyse du coup donc la cellule, on constate que cette partie
c'est le noyau. Le noyau, il est localisé dans le pied de l'algue, et donc on peut supposer que, étant donné que le reste n'est pas différent, que la seule différence entre le dessus et le dessous, c'est la présence de ce noyau, on peut supposer que le noyau contient toutes ces informations. Alors on fait une deuxième expérience. On prend cette fois donc 2 algues différentes, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on appelle une algue à chapeau lisse, et celle-là à chapeau crénelé. Donc on prend 2 algues, on va découper les parties et on insère la tige d'une algue à chapeau lisse à un pied d'une algue à chapeau crénelé. Et on constate que ce qui repousse, malgré la présence de la tige de l'acétabulaire lisse, eh bien que c'est un chapeau crénelé qui repousse. Donc ça, c'est ce qu'on observe et ce qu'on fait et ce qu'on observe. On ne peut rien en tirer comme conclusion pour le moment parce qu'on est dans le point observation. Donc, on ajoute une partie de tige d'une algue lisse à un pied d'algue crénelée et on observe que le chapeau qui repousse, qui est régénéré, donc de la nouvelle algue, est crénelé lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Eh ben, on peut en conclure que le noyau, en plus de contenir toutes les informations qui permettent à la plante de refonctionner et de se régénérer, il contient aussi toutes les informations qui vont déterminer les caractéristiques physiques de la plante. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh ben, on peut en conclure que le pied contient toutes les infos qui vont être responsables des caractéristiques physiques de la plante. Ici, du coup, le fait que le chapeau soit lisse ou crénelé. Alors, une dernière expérience pour préciser exactement quelle est la structure. Donc, parce que dans ce pied, il y a le fameux noyau. Eh bien, si cette fois, on prend une plante dont on coupe la tête, mais qu'on lui injecte le maintenant, rien à voir, le noyau, pardon, donc qu'on lui injecte le noyau d'une acétabulaire qui n'a pas le même chapeau et qu'on observe ce qui se passe, eh bien on constate que c'est le chapeau qui pousse qui est en relation avec le noyau qu'on a injecté. Donc on coupe le chapeau d'une algue et on lui insère le noyau d'une algue de nature différente, donc avec un autre chapeau. Et on observe que le chapeau qui pousse correspond au noyau transféré et pas au noyau d'origine.
On peut donc en conclure que toutes ces infos de fonctionnement, de régénération et de caractéristiques physiques sont contenues dans le noyau qui est localisé dans le pied de l'algue. Donc, le noyau permet à la plante de fonctionner. On va mettre permet à la cellule d'ailleurs. De fonctionner, de fabriquer tous les éléments qu'elle a besoin pour se régénérer. Dont la cellule est constituée. Et il est responsable des caractéristiques physiques de la cellule. C'est lui qui contient toutes les infos qui vont déterminer si au final, eh bien, vous avez la peau claire ou la peau foncée, les cheveux bouclés ou les cheveux lisses, les cheveux bruns ou les cheveux blonds, les yeux bleus ou les yeux bruns, si vous avez certaines maladies qui peuvent être contenues dans l'ADN ou des choses de ce genre-là. Donc tout ça, ça va être contenu dans le noyau de vos cellules. Alors du coup, l'ADN est dans le noyau, et cet ADN, il est composé de quoi? Eh bien, on en a déjà parlé, de nucléotides. Et ces nucléotides, ils sont composés de 3 choses. Le premier, c'est un groupement phosphate. Alors, un groupement phosphate, on l'a vu en chimie, c'est du PO4, 3- parce qu'il est chargé 3 fois négativement, il a pris 3 électrons. Ce groupement phosphate, il est fixé à un sucre. Ce sucre, c'est donc le fameux désoxyribose. Donc un ribose à 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que c'est un pentagone. Donc 5 carbones auxquels on a enlevé un oxygène. Et enfin, une base azotée. Alors cette base azotée, eh ben, elle est ici, elle est attachée au sucre et on en a 4 différentes dont on va parler après et qui vont être responsables de toute l'information qui va être contenue dans l'ADN. Et donc cet acide nucléique, c'est une longue chaîne de ces nucléotides qui va ressembler à peu près à ceci. Donc une très longue chaîne qui est composée en réalité de 2 montants. Donc ici, on a 2 montants qui sont à chaque fois des alternances de sucre et de phosphate. Donc ça, c'est les montants d'une échelle. Et puis sur les sucres, à chaque fois, on a une base qui va s'apparier avec une base en face d'elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la double hélice d'ADN. Alors pourquoi double? Parce qu'après, elle est enroulée sur elle-même. Mais donc on a une chaîne de nucléotides qui se retrouve face à une deuxième chaîne de nucléotides et chaque sucre qui porte une base. Et en réalité, donc ces bases vont servir à quoi? Eh bien, ces bases vont servir à attacher les 2 montants de l'échelle. Donc si on a une idée, ça c'est une échelle. Eh bien, si je coupe mon échelle en 2, j'ai à droite ici mon montant avec chaque barreau qui est une base, et là, mon montant de droite avec chaque barreau qui est une base. Et donc, les bases s'apparient ici au niveau de ma ligne jaune et de ma jonction entre les deux. Et donc ça, c'est un appariement qui, si vous le regardez, donc là j'ai dessiné que des bases, donc on voit rien de particulier, mais si vous regardez ici, en fait cet appariement, il a toujours lieu
un A avec un T et un C avec un G. Ou inversement, un T avec un A et un G avec un C. Pourquoi? Eh bien parce que vous le voyez, c'est pas très net sur la vidéo et sur les photos ici, mais ici on a deux petites barres et là par contre on en a trois. Eh bien c'est des interactions, c'est ce qu'on appelle des ponts hydrogènes qu'on va noter en rouge ici. Et en fait, un T et un A ont deux points qui peuvent faire des ponts hydrogènes. Donc un pont hydrogène, c'est une force qui va attirer deux choses l'une vers l'autre. Ici, en l'occurrence, ce pont hydrogène, c'est une force qui va attirer la base A vers la base T vers la base A et la C avec la G. Et du coup, ces forces, elles ne peuvent s'établir que deux fois entre un A et un T, et trois fois entre un C et un G, c'est obligé. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la complémentarité des bases. Les bases vont par paire, et un A ne peut toujours aller qu'avec un T, et un C ne peut aller qu'avec un G, justement parce que si vous mettez un A qui a ces deux petits trucs avec un C qui en a trois, et bien en fait, ça ne va pas tenir, et l'ADN, du coup, ne tiendrait pas. Donc, dès qu'on aura une chaîne, du coup, une demi-chaîne entre guillemets d'ADN, vous pourrez toujours dire quelles sont les bases qui sont de l'autre côté, parce qu'un devant un T ne peut se mettre qu'un A, devant un G ne peut se mettre qu'un C, et inversement, un T peut se mettre que devant un A et un G que devant un C. Et donc ça, c'est un grand principe et c'est ce qui va nous permettre de déterminer ce qu'il peut y avoir sur une chaîne d'ADN quand on a une demi-chaîne d'ADN. Alors si on synthétise ça de façon simplifiée pour que vous puissiez le faire, eh bien on a donc un phosphate avec un sucre qui est lié à un autre phosphate avec un autre sucre et un autre phosphate et ainsi de suite. Donc vous pouvez continuer comme ça à l'infini. Sur le sucre est fixée une base, une des quatre. Et en face de cette demi-échelle est fixée une autre base par des ponts hydrogènes. Donc 2 par exemple, 3, 2 et 3, sachant que l'ordre du coup importe peu, enfin elle importe beaucoup mais on verra après pourquoi. Cette base, elle est fixée à un sucre qui est fixé à un phosphate, qui est fixé à un phosphate qui est attaché à un sucre qui est fixé à la base, qui est fixé à un phosphate qui est fixé à un sucre qui est attaché à la base, un phosphate, un sucre et ainsi de suite qui est attaché. Donc vous devez être capable sur quelque chose que moi j'aurais dessiné par exemple ou que je vous aurais donné en cours de déterminer ce qu'est un nucléotide. Un nucléotide, c'est ça, un phosphate, un sucre et une base. Un phosphate, un sucre et une base, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, phosphate, un sucre et une base. Donc de trouver, et vous devez être capable de faire par complémentarité des bases. Si je vous donne une demi-échelle d'ADN, vous devez être capable de faire la suite. Alors, les quatre bases, donc A, C, T et G. Le A, c'est ce qu'on appelle une adénine. Le T, c'est une thymine. Le G, c'est une guanine. Et le C, c'est une cytosine. Et donc, elle s'abarie toujours de la même manière, c'est-à-dire un A avec 2 ponts hydrogènes par rapport à un T, et un C avec 3 ponts hydrogènes par rapport à un G. Et inversement, forcément, un G peut faire 3 avec un C, un T peut faire 2 avec un A, mais les autres combinaisons ne sont pas possibles. Un A ne peut pas aller avec un C, un A ne peut pas aller avec un G, un T ne peut pas aller avec un C, et un T ne peut pas aller avec un G.
Donc c'est vraiment ça, c'est la complémentarité des bases. Cet ADN contient donc toutes les informations qui permettent le fonctionnement de la cellule et il contient aussi toutes les informations du coup qui sont les informations de caractéristiques de l'individu. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois. Par exemple, la taille, vous êtes petit ou vous êtes grand, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, si vous avez les cheveux frisés ou bouclés ou complètement lisses, certaines maladies, donc par exemple l'albinisme, c'est un défaut de synthèse de la mélanine. Le daltonisme aussi, c'est des maladies qui sont génétiques, donc il y a tout un tas de maladies qui vont être contenues dans l'ADN, et donc toutes les caractéristiques, le fait d'être intolérant au lactose par exemple, tout ça, c'est contenu dans l'ADN.